Bienvenue sur cette vidéo un peu particulière, puisque cette fois-ci, je ne vais pas être tout seul. Je vais enfin pouvoir vous présenter, vous connaissez peut-être Emmanuel, dit Captain Dev, qui, comme moi, est à fond sur les technologies JavaScript aussi bien front, back que full stack. Bon, bonjour Captain Dev ou Emmanuel, je ne sais pas Oh, comment je l'appelle. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Salut Samir, tu vas bien? bien et toi? Ça va, merci. Bah écoute, merci de m'inviter. Euh, donc je me présente peut-être rapidement. Ah oui, oui. Alors Bon, moi moi, je te connais bien parce que je te ouais, suis, donc c'est n'hésite pas. ça. Alors du coup, je m'appelle Emmanuel, j'anime sur YouTube la chaîne Captain Dev et je parle principalement de comment aider les développeurs à progresser dans leur carrière. Donc moi, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années maintenant que je fais du développement, principalement du développement web. Et puis, voilà, récemment, je me suis mis à YouTube, à créer du contenu. Et c'est aussi comme ça que j'ai pu rencontrer Samir. Et bien donc, la question qui nous occupait, parce qu'on avait déjà eu l'occasion de chatter en dehors hors caméra, si on peut dire, c'est comment passer des paliers. Et finalement, c'est un sujet qui peut même être angoissant, puisqu'on se rend compte qu'au départ, quand on découvre, je retrouve le schéma, je le mettrai en incrustation à gauche, à droite, où on voit qu'on a cette période d'enthousiasme où on découvre les bases de la programmation, et ensuite, après, on peut commencer à avoir des périodes de plateau, et voire pire. Je ne sais pas si tu connais cette citation qui dit que progresser, c'est faire un pas en avant, deux pas en avant, pardon, un pas en arrière. Parfois, on a même l'impression, par moment, même plus de plus progresser, c'est de reculer. Et donc, comment faire pour passer ces paliers plus facilement, ou en tout cas avec le moins de souffrance possible. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'avoir la vue de quelqu'un d'autre qui a vécu les mêmes affres que moi. Donc, ma première question, ce serait à quel moment tu as commencé à sentir que tu rentrais dans le dur et que finalement, ce qui avait l'air facile au départ, programmer, hein, finalement, on est en informatique de gestion, on fait beaucoup de if, si on voulait simplifier. À un moment donné, on se rend compte qu'il y a une montagne énorme et on ne sait plus par quel bout la prendre. Et peut-être Ouais. que tu ne l'as pas vécu comme ça. Donc, comment tu Bah, gères les paliers et comment que tu les ressens, comment tu arrives à les franchir, ou les murs, ça dépend comment tu vis la chose. déjà, je pense que c'est important d'accepter que là, ouais, comme tu le dis, l'apprentissage, il y a des hauts, il y a des bas. Donc ça, c'est une chose, on met du temps à, à s'en rendre compte finalement. Alors pour ceux qui ont des enfants, j'en ai pas encore, mais je commence à avoir pas mal de neveux et de nièces, et tu te rends compte que pour marcher, il faut accepter de tomber quelques fois, de se prendre quelques boîtes avant de pouvoir marcher et puis de courir. Et au bout d'un moment, après, ça devient un peu comme si c'était inné. Et quand on démarre dans le dev, on a énormément de choses à apprendre d'un seul coup. Et après ça, on peut effectivement avoir une sorte de plateau où on peut potentiellement s'ennuyer parce que finalement, on maîtrise, on est dans une zone de confort. Et alors, moi, j'ai, par rapport à la moyenne de mes anciens collègues, j'ai pas mal de facilité à apprendre parce que j'adore ça et je suis tout le temps en train de faire de la veille. Et tu dois comprendre un peu, hein, je suis tout le temps un peu à l'affût de tout ce qui sort. Donc, je passe énormément de temps finalement sur mon temps perso à monter en compétences. Donc ça, c'est un truc qui fait que les paliers que je vais avoir vont être beaucoup moins gênants parce que je suis capable de rebondir en venant consolider des compétences ou potentiellement en apprenant de nouvelles choses. Donc vraiment, il y a un truc que j'aime bien faire et c'est très très récent, c'est tout bête, c'est tenir un petit journal. Pas forcément tous les jours, mais essayer de se dire, ce mois-ci, j'ai appris tel truc, j'ai eu tel problème et je l'ai résolu de telle manière. Et en fait, tu te rendras compte qu'à la fin de l'année, tu as fait plein de trucs. Et parfois, en fait, on a l'impression de bloquer un palier, en fait, alors que si on prend un peu de recul, on fait un peu la rétrospective de tout ce qu'on a appris, on se rend compte qu'en fait, on a vachement avancé. Ça, c'est un truc, moi, depuis que je me suis lancé dans la création de formation, dans la création de contenu, je le fais de plus en plus souvent parce que ça me permet de prendre du recul. Et, euh, et pour aussi avancer et passer des paliers, il faut accepter le fait que tout ce qu'on fait dans la vie en général, ça nécessite du temps, en fait. Tu, euh, c'est un truc tout bête, tu veux être fort en, je sais pas moi, tu veux être musclé et que tu n'es pas musclé, il va falloir manger bien, il va falloir t'entraîner régulièrement.
et ça va mettre des mois. Et en fait, il y a énormément de choses où on veut des résultats directs, alors que c'est pas juste pas possible. Et donc, parfois, il faut aussi prendre le temps de prendre le temps, en fait. Et c'est paradoxal parce qu'on est toujours dans la course. Moi, je compte plus les projets où dès le premier jour, on est en retard. C'est fou. Mhm. On n'a même pas commencé. On nous annonce qu'on est déjà en retard. Comment c'est possible? Il y a toujours, c'est vrai, une course aux chiffres, hein, finalement, parce que le développement, c'est quand même un métier qui coûte assez cher comparé à d'autres métiers, hein. Voilà, on va pas se mentir, c'est des compétences qui ont une grosse valeur perçue sur le marché. Et, et ouais, du coup, en termes de palier, franchement, si déjà se rendre compte du chemin parcouru, c'est déjà un premier pas pour se rendre compte des paliers. Ouais, tu sais, c'est quoi? C'est pour garder le moral ou c'est pour pouvoir, disons, feuilleter la rétrospective, si on peut dire, à la fin de l'année, faire un bilan? Le journal, ça Bah, t'est venu comment? Parce que je fais des journaux, mais c'est par ouais, application plutôt que par. ouais. C'est pour Bah, retrouver moi, mes docs c'est plus, facilement. moi, c'est plus pour me souvenir et me rendre compte qu'en fait, ça a avancé. D'accord. Euh, quand tu apprends une techno, par exemple, tu as toujours pas mal de choses à apprendre autour. Tu vas avoir la techno elle-même, comment l'utiliser en production, comment débugger. Tu as toujours plein de choses à apprendre. Donc, ne serait-ce que pour se rendre compte que j'ai pas stagné, c'est hyper important. Et puis après, tu peux aussi écrire sur ce que tu as prévu de faire. euh, et de te faire une petite roadmap. Moi, j'aime bien les roadmaps. D'ailleurs, il y en a des célèbres maintenant sur le front-end, le back-end et d'autres. J'aime bien les roadmaps parce que tu te prévois, OK, cette année, j'ai prévu d'apprendre ça, ça et ça. Et ça te permet déjà de cadrer un peu ce que tu vas vouloir faire et de cadrer comment tu vas pouvoir atteindre le prochain palier. Et après, il faut que soit ton job de tous les jours t'apporte de quoi passer ce palier. Tu peux aussi être demandeur. Tu vois, par exemple, combien de devs n'osent pas demander une formation à leur employeur? Tu as quand même un diff qui peut être utilisé. Donc ça, faut pas hésiter à solliciter et ne surtout pas attendre l'entretien annuel, c'est dommage. Ah, je serais Euh, curieux de demander en mm, commentaire qui ose demander une formation ou pas, et parmi ceux qui m'ont demandé, qui se l'est vu accorder. Moi, en 5 ans, 6 ans de la même SS2I, je me suis vu ouais, accorder. zéro. Je veux dire, le plus beau, c'était, je ne veux pas partir sur les SS2I, mais c'était le Probo, par exemple. Je voulais une formation sur la nouvelle version d'ASP.NET. À l'époque, Mhm. j'étais sur ASP.NET, comme on en a parlé sur une précédente vidéo sur ta chaîne. Et donc, il y avait une nouvelle version qui sortait, je crois que c'était la 4.5. Il me semble qu'il s'est passé à la 4.5. Ouais. Je voyais que c'était sorti, j'avais demandé une formation sur mon diff, et on m'a dit non, pas de mission, pas de formation. Et ensuite, Mm. une mission a démarré sur cette techno, on m'a dit ah bah non, la mission T'es déjà en commence, mission. pas de formation. Enfin, tu vois, Malin, donc, ça. et toi, est-ce que tu as eu la chance de te faire voir accorder des formations sur les diffs ou pas en Alors, fait? moi, j'ai eu une formation UML qui m'a pas grandement servi. Et pendant tout le temps libre qu'on avait entre les modules, je discutais d'architecture avec le formateur. Donc D'accord. c'était un peu improbable. Sinon, après, j'avais eu des accès à des plateformes de formation, des plateformes américaines, comme Pluralsight, j'imagine, voilà, ce genre de choses. Pluralsight, qui C'est est ça. assez connu dans l'écosystème .NET, qui est assez conséquente, bon, tout est en anglais par contre. Donc voilà, Ouais. si t'as du mal avec l'anglais, tu peux juste oublier. Mais ça, du coup, c'était en mode, j'avais l'accès à la plateforme. De temps en temps, parfois, entre deux projets, on me laissait un peu de temps. Donc ça, c'était une période où ça m'a vachement poussé à m'auto-former et j'ai vachement gardé cette habitude depuis ce moment-là. Et sinon, en un CS2I, c'était plus, tu fais ta veille, tu avais le droit à des conférences. Tu vois, par exemple, D'accord. dans l'écosystème Microsoft, à l'époque, il y avait la Build, qui est une conférence annuelle aux États-Unis. Bon, là, ils envoyaient les meilleurs consultants. Voilà, c'était un peu tout le temps les mêmes, entre guillemets, sans jalousie, hein, c'est juste factuel. Et tu avais une conférence à Paris, pareil, dans l'écosystème MS, au Palais des Congrès, je me souviens plus du nom. Et la Devox Euh, ou pas? Je ne sais même plus. non, non, Ouais, non, c'est c'était encore une autre. Et du coup, là, en fait, selon la SS2I, tu avais un jour pour y aller, donc c'était plutôt cool, tu rencontres des d'accord. gens. Et donc, il te Mais payait l'entrée qui est. l'entrée est gratuite de Ah, base, mais d'accord. par contre, tu avais la journée hors mission.
Euh, donc voilà. Et récemment, j'avais fait une SS2I où on avait un jour par mois où tout le monde revenait au siège D'accord. pour organiser des workshops, retour d'expérience et compagnie. Et sur cette boîte-là, j'étais plus souvent à organiser des workshops qu'à assister à des workshops. D'accord. Euh, mais ouais, j'ai toujours eu un peu de chance, entre guillemets. On m'a jamais trop bridé sur ça. Et finalement, j'ai toujours préféré le mode où on me laisse gérer le temps moi-même. On me Ok. donne potentiellement les ressources. Ce qui peut être un truc aussi à négocier, hein, c'est de dire à votre patron, votre manager, bah voilà, j'aimerais prendre 1 ou 2 jours pour monter en compétence sur tel techno. Ça peut servir dans tel cadre, dans tel projet. Pareil, quand on demande ce genre de truc, il faut toujours exposer le retour sur investissement, parce que Mhm. tu parles à des gens qui jouent qu'avec des chiffres. Si tu leur dis pas ce que ça leur fait gagner, au bout d'un moment, ça va être dur de justifier le truc. Donc je D'accord. pense que même si c'est pas forcément, on te paye un formateur qui vient 2 jours ou X jours, mais ça du coup tu dois bien connaître. Je pense qu'il y a toujours moyen d'essayer de négocier, voilà, 1 ou 2 jours de veille techno et par contre bien sûr faut avoir un truc en tête. Ouais. C'est pas juste bon, j'ai envie de me former mais je sais pas sur quoi. Qu'est-ce que tu proposes? Quand tu arrives comme ça risque de moins bien passer que si tu dis, voilà, j'ai identifié tel sujet, j'aurais besoin de 2 ou 3 jours, ça peut nous servir dans tel cadre. Ah bah là, tout de suite, c'est plus facile de dire oui vis-à-vis de ton management, en fait. D'accord. Sinon, je reviens sur ce que tu disais sur le temps imparti, puis le fait Mm. de se prendre des gamelles, hein, enfin, finalement d'oser. Moi, j'avais une autre image en tête, c'était le fait de lâcher la table. Moi, j'avais un prof, bon, j'ai fait pas mal de musique à une époque, Mm. et pour tout ce qui était improvisation, le prof disait il faut oser lâcher la table. Et je trouve Mm. qu'on peut le retrouver aussi en dev, et ça permettra de faire le lien. Euh, j'ai remarqué que dans chaque mission, il y a toujours une brute. Il y a toujours un dev qui est beaucoup plus à Ouais, l'aise, beaucoup plus. c'est le gars à qui Et on demande tout, toutes les questions. exactement. Mais j'ai remarqué qu'ils ont ce côté-là, c'est plus souvent le genre de gars, ils osent lâcher la table plus souvent. Mm. C'est-à-dire qu'ils Ouais. n'attendent pas de tout savoir d'un sujet, ils vont y aller en mode pop, ils découvrent une techno, ils vont Mm. créer un pop dessus, euh, ils vont pas essayer de tout savoir, ils auront Ouais. plutôt une approche incrémentielle. Et est-ce que toi, tu as remarqué la chose, ou bien, peut-être que sur chaque mission, Mm. on la repère vite, on sait qui est la Ouais. brute un peu du coin. Des gros bosseurs, ça je suis d'accord avec Mm. toi, hein, c'est rarement un gars qui est en dilettante, sauf un que j'avais connu, mais tous les autres c'était des gros Ouais. bosseurs. Est-ce que tu as vu d'autres traits, donc gros bosseurs, des gens qui osent, Mm. alors que parfois on reste dans son confort, on prend toujours les tâches sur les tableaux Scrum qu'on connaît, alors qu'eux, ils vont prendre les tâches les plus compliquées. J'ai Ouais. l'impression qu'ils seront encore plus monstrueux à la sortie parce Mm. que ils n'ont pas juste fait du CRUD ou une authentification, ils auront pris la tâche qui fait Ouais. peur à toute l'équipe. Ou pas du tout, est-ce que c'est moi qui suis tombé sur des gens comme ça, ou tu as pu constater la chose Moi, je me souviens quand j'ai fait une mission longue dans une banque. Et j'étais arrivé, j'étais le plus jeune en fait. Mhm. J'étais le plus jeune de l'équipe. Ils avaient tous, à l'époque, j'avais quoi? Je devais avoir 22 ou 23. Ils avaient tous quasiment une bonne trentaine. Donc la moyenne d'années d'expérience de l'équipe était à 3 fois la mienne en fait. Et du coup, au début, c'était très très dur. Je me souviens, on m'appelait le stagiaire toute la journée. Et le truc qui m'a fait passer à un autre niveau, c'est pendant quelques mois, c'est de prendre tous les trucs compliqués en fait. C'est tout bête, hein, ça demande beaucoup d'efforts, mais alors, il y avait à la fois des trucs compliqués, il y avait à la fois les tâches que personne ne voulait faire, D'accord. mais à terme, ça m'a permis d'avoir une connaissance sur tout le projet et d'être totalement autonome très très vite en fait. Donc, et moi, je fais du sport depuis tout petit et j'ai toujours un peu l'esprit compète. J'aime pas perdre. Je suis pas Mhm. forcément un mauvais perdant dans le sens où je vais rage quit, je vais rager si je perds. Mais voilà, quand il y a un peu d'enjeu, j'aime pas perdre. Donc c'est aussi d'une manière ultra personnelle, c'est aussi une grosse source de motivation. Et ouais, parfois, il faut se jeter. Et puis après, ça dépend aussi de comment tu es encadré. En fait, euh, moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que un dev qui fait une fois une erreur, c'est pas grave, tant qu'il a la bonne démarche pour faire en sorte que ça arrive pas une deuxième fois, en fait.
tu peux pas être un bon dev pour moi si tu fais 2 fois la même erreur. Et, du coup, en travaillant sur tous les sujets divers et variés d'un projet, en prenant en premier les tâches, bah, je me suis rendu compte que j'ai pu toucher à toute la panoplie des services qu'on utilise, des technos qu'on utilise. Il y a des trucs chiants, c'est comme partout, hein, ça peut pas être tout le temps le gros kiff. Et ça m'a permis de monter vachement en compétences très très rapidement. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai passé le palier du dev junior à qui on dit fais ci, fais ça. J'ai pu me faire ma propre opinion de certains trucs. Et au fur et à mesure, même si les gars avaient 3 fois plus d'expérience que moi, bah, j'ai vite arrêté d'hésiter à proposer des idées, à dire quand j'étais pas d'accord, à expliquer pourquoi. Après, est-ce que tu as le mot de la fin ou pas, c'est complètement autre chose, mais voilà, il faut un peu d'audace en fait. Si tu veux passer des paliers, je pense il faut pas hésiter à, voilà, à sauter les 2 pieds dans la flaque et puis après, on voit ce qui se passe. Et, euh, et ouais, surtout, il y a un truc, un proverbe que j'aime bien, c'est que je préfère. Non, c'est quoi? Je préfère dire pardon que demander la permission. Oui. Ou, je sais plus c'est quoi la formulation, mais il y a des moments, tu vois, il faut oser, il faut y aller. Et voilà, si tu restes dans ta zone de confort, bah après, voilà, si les conséquences te vont et que tu es heureux comme ça, tant mieux. Mais moi, c'était pas le cas. Du coup, tout ça, faut le provoquer en fait. Tu vois, c'est vrai, il y a certaines missions, on le sent, on a moins de latitude. Et c'est pour ça cette notion de junior, senior. Maintenant, il y a médior, je crois, apparaître sur Ah les ouais? annonces. Junior, médior, c'est senior. Mais il y a certaines missions, on sent bien que c'est pas des années blanches, on va pas aller Mm. jusque-là, mais que ça vaut moins en expérience que Ouais, d'autres missions où on sent on va toujours faire la même chose. On sait faire déjà, comme je disais, faire du CRUD, mm. faire des modules d'authentification, enfin, finalement, c'est un Ouais, peu une pas to-do de... list améliorée, ouais, il n'y a pas un peu métier, de grosses plus-values à part quelques règles métiers. Et le reste, c'est du classique. Ouais. Bah, pour moi, ces missions-là, si tu arrives sur une nouvelle mission et que tu es dans ta zone de confort, c'est que ça peut être intéressant parce que tu as peut-être besoin de plus de temps pour faire autre chose. Donc, tu maîtrises totalement et tu te dis, voilà, je vais profiter de ma famille, de mes enfants ou juste faire autre chose. Hein. Mais quand tu veux vraiment avancer, pour moi, le meilleur moyen, c'est de se mettre entre guillemets en danger, en fait. C'est d'aller sur une mission compliquée, c'est d'aller sur un challenge technique ou un challenge métier. Et, euh, et tant que tu n'acceptes pas ça, bah, en fait, dans ta zone de confort, dans une mission ou chez en client final, ben, tant que tu es en mode tout va bien, finalement, c'est pas là où tu avances le plus. Et la chose que je me demandais, parce que j'essayais de faire le récap quand Mm. on avait projeté cette vidéo, ça, mon premier point que tu avais constaté aussi, c'est que c'est des bosseurs. Généralement, ceux qui progressent un peu plus vite, là, ils bossent beaucoup. Moi, Mm. j'avais des collègues qui carrément faisaient des doubles journées, c'est-à-dire qu'ils bossaient, c'est un chef de projet technique, donc il était Mhm. déjà costaud techniquement, mais en plus, le soir, il avait un projet perso. Et j'ai vu tout à l'heure que tu buvais du Red Bull, bah, lui c'était ça, le soir il buvait du Red Bull et il faisait une deuxième journée mais sur son projet perso. Ouais. Et donc forcément finalement lui en un an d'expérience, il avait 2 ans d'expérience Mm. puisque Ils faisaient les deux. il y avait des gens, bon, il y avait aussi des profils Mm. tu voyais, qui commitaient à 22 heures, enfin c'était de la folie, Ouais. 22 heures, 23 heures. Après, c'est aussi un choix de vie. C'est vrai que selon ta situation perso, c'est plus ou moins faisable. Soit c'est une passion et alors là, tu t'en fous complètement et peut-être que ta famille accepte et c'est tant mieux. C'est vrai que tout le monde n'a pas cette envie, avant même de parler de force, cette envie-là. Mais c'est vrai aussi que les projets perso, ça permet un peu de sortir des sentiers battus. Moi, je le vois comme une micro-école mais qui est ultra efficace parce que tu peux tester de nouvelles technos, des nouvelles méthodes, tu peux juste développer un truc qui te fait kiffer, potentiellement en vivre pour certains qui vont vraiment au bout. Donc pour moi, c'est toujours important d'avoir un projet perso en marge. Après, c'est vrai que bah, entre les journées de taf, la vie de famille, le temps libre qu'on souhaite avoir, c'est pas forcément facile de lier tout ça, mais ouais, ça fait partie des trucs qui sont, je trouve, importants bah, si tu veux exceller en tant que développeur, en fait. Oui, alors oui, oui, on a l'impression que ce serait
Je crois que non, j'en ai connu qui faisait, s'il a fait bien accept, ou moi je pensais tout de suite à des Mm. gens qui seraient plus jeunes, qui n'auraient pas encore Ouais, d'enfants, et que c'est au moment du premier enfant peut-être que la chose viendra autrement. Mais comment certains devs deviennent, ouais. parce que je ne sais pas si tu avais vu passer ces articles qui passaient peut-être il y a 6 mois, un an, sur Twitter notamment, ils Les parlent du 10x, développeur. Oui, exactement, voilà, ouais, 10x, disons 10 fois. ouais, Et il y en a un qui est très connu dans le monde mm, de JavaScript, c'est TJ Holowechuk, le gars qui a créé Express, il a ouais, créé Okoa, il a créé après quelques autres grosses, mm. gros packages comme ça, grosses librairies qui cartonnent. Et récemment, j'avais vu passer sur comment il s'appelle ce site sur lequel on peut mettre on fait monter les posts en fonction du nombre de votes qu'il y a eu. Ah, Product Hunt ou Hacker News? Voilà, Hacker News. Hacker News, ouais. Et à un moment, il se trouve qu'il passait par là, Mm. puis il y a des gens qui se demandaient, je sais que même qu'à une époque, on pensait qu'il y avait peut-être une équipe derrière. On pensait Ouais. que son nom, c'était Mm. un prête-nom pour plusieurs développeurs, tellement on se disait, c'est pas possible de sortir autant de packages à succès pour un seul bonhomme. Et donc maintenant, il est passé sur Go ou Rust. J'oublie tout le temps Ouais, sur quelle techno il est. Je crois que c'est Go. Et quelqu'un se demandait, est-ce qu'à votre avis, il va remettre le couvert et qu'il va réussir de nouveau à sortir un une. projet. Et bon, en fait, il a répondu, c'est vrai qu'il passait par là, c'est que, il dit, bah non, en fait, c'est un sacrifice, quand il serait pas Ouais, prêt à rejouer ça, qu'il a carrément. flirté trop souvent avec le burn-out et que. Enfin bref, ça confirmait que c'est peut-être un bon, mais en plus, il était bon. Enfin, Oui, on sait pas si c'est la c'est poule ou pas. l'œuf, quoi. Est-ce qu'il est devenu aussi bon parce qu'il travaille comme un taré, ou est-ce que Ouais. parce qu'il a des Bah, facilités, il se laisse entraîner dans le fait je de. pense qu'il y a une très petite minorité des devs qui sont ultra efficaces. Tu vois, qui vont pas perdre de temps sur. Moi, j'en ai croisé comme ça sur mission. Une fois, j'en ai eu un dans mon équipe où, en gros, ça a fini être par un peu l'homme à tout faire parce que les gens ont compris qu'il était efficace. Donc, il leur filait des tâches en douce alors qu'il devait passer par moi à la base. Et, euh, et même récemment en mission, j'ai eu un CTO qui était vraiment d'une efficacité mais redoutable. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi en grande partie pour ça que la startup a très bien démarré. Je pense qu'il y en a ouais, qui sont très efficaces, mais pareil, les deux, c'est en fait, je sais pas si c'est une coïncidence, mais les deux, c'était des gars qui bossaient aussi sur leur temps perso et je pense que ça s'entretient en fait. Donc ça veut dire, je sais pas, peut-être que dans la recette, il y a le fait de ne pas non plus s'éparpiller sur les technos, de produire régulièrement, souvent. Euh, je sais pas s'il y a qu'un facteur talent. Je pense tu peux avoir en fait, moi, mon avis sur ça, c'est que tu peux avoir le meilleur talent du monde. Ça n'empêche qu'il faudra bosser quand même plus que la moyenne. C'est, Après, est-ce que ça va faire pour moi, le talent va faire un petit coef, mais la base, ça reste qu'il faut taffer, que le code va pas s'inventer. Donc, tu vois, j'aime pas prendre le nombre de lignes de code comme indicateur, Ouais. mais tu peux voir que parfois il y en a qui bossent une fois et demie plus vite parce que bah, ils pondent beaucoup plus de fonctionnalités, quoi. Ah, moi, une chose qui m'a marqué aussi en travaillant avec des gens comme ça, notamment qui étaient, bon, ouais, il était lead technique et de très bonne réputation en plus. Et à un moment donné, je m'étais retrouvé avec lui, il m'aidait donc on était en peer programming, sur quelque chose, c'était du Python, je Mm. connais du C Sharp, d'Angular, je connaissais bon, un peu Python sans plus. Et ça m'avait surpris. J'ai l'impression que parfois aussi on les idéalise. Je m'attendais à Mm. ce qu'on soit sur un film hollywoodien qui prenne le clavier, Ouais, qui te pondent toute ta classe et tout ce qu'elle devait faire en 30 secondes. Puis en fait, j'ai vu qu'il cherchait aussi. mhm. Puis Ouais, il prends le enchaîne temps de recherche sur Stack réfléchir. Overflow, par des sites Mm. sur de la doc officielle. Et, et donc, ça boîte des brutes, mais on a comme cette image hollywoodienne Mhm. dont on est quand Ouais. même loin. Moi, je n'ai pas encore vu le gars qui arrivait, qui se mettait au clavier, puis Ouais, qui qui ouvre voyait, qui Vim et pondait. qui ouvre pas d'onglet Chrome, qui regarde pas sur Stack Overflow, qui pond 10 000 Exactement. lignes en une journée. Ouais, je pense que ça doit être très rare ce genre de profil. Et j'imagine que si ça existe, c'est sur des trucs où les gars ont eu le temps de se spécialiser aussi. Tu vois, je pense pas que ce soit. Je pense que ouais, faut un minimum d'expérience et de temps de dev, quoi. Après, pour en revenir un peu au palier, moi, je sais que j'ai passé des paliers souvent en changeant de boîte. C'est tout bête, mais bah, tu changes de boîte, tu changes d'écosystème, tu changes potentiellement de poste, tu dois réapprendre tout le métier.
tu arrives sur un nouveau projet, tu vas peut-être arriver sur un projet qui démarre, donc là, il faut poser toutes les bases. Et j'en parlais une fois en vidéo, où pour moi, une fois que je suis dans ma zone de confort, au bout de quelques mois, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, ma productivité, elle baisse. Donc pour, entre guillemets, raviver la flamme, c'est soit je change de boîte, soit de mission, soit il y a un nouveau projet à l'intérieur de la même boîte qui repousse un peu le challenge. Mhm. Et là, je peux me dire, OK, je reste un an de plus. Mais ouais, en un peu plus de 10 ans, j'ai dû changer peut-être 4 ou 5 fois, je sais plus, de boîte. Donc c'est... Alors, même si en SS2I, en SS2I, pour le coup, c'est plus facile de changer de client, mais t'as pas toujours la main sur, voilà, j'ai envie de sortir. T'es pas sorti instantanément, quoi. À part si t'es freelance, où là, tu peux te dire à ton client, voilà, moi, j'ai envie de voir autre chose s'il n'y a pas de challenge. Quand tu es SS2I, on te vend que tu peux choisir toutes tes missions. La vérité, elle est que c'est selon ce qu'il y a dans le portfolio en ce moment, selon les contrats qu'on vient de signer ou pas. Et si on n'a rien, on ne peut pas prendre le risque de te sortir et de te mettre 2 mois en intercontrat. D'un point de vue purement business, ça n'a pas de sens. Donc ouais, changer de mission ou de job, tout simplement, ça peut être aussi un bon moyen de passer des paliers. Et ce qui est hyper important aussi, c'est toujours d'essayer de viser un peu plus haut à l'étape d'après, en fait. Un peu C'est-à-dire, toi, tu comme, penses... ouais. je me dis, je sais pas moi, si admettons là, t'es junior, t'as fait 2 ans en tant que dev front-end par exemple, et que ton rêve ça a toujours été d'être full stack, peut-être commencer à intégrer un peu de back-end dans ton CV et essayer de viser un poste soit de full stack junior, soit de back-end avec possibilité de Parfois tu vois plein de postes de back-end avec possibilité de faire un peu de front-end ou l'inverse. Mhm. Tu vois, ça peut être des postes où là, tu vas te dire, OK, à la base, j'arrive pour du front-end, mais il me laisse l'opportunité de m'élargir en termes d'éventail de compétences. Et ça peut être vachement cool parce qu'en fait, tu es déjà en poste sur un truc plutôt sûr, du coup, parce que tu arrives sur du front. Je sais pas, c'est un exemple, mais Mhm. tu peux le mettre à toutes les sauces. Et en plus de ça, on va me faire monter en compétences pour que tu sois efficace sur tout le projet, en fait. Donc, ça peut être l'occasion, finalement, quand tu as une ouverture de poste, d'accéder à ce genre de truc. C'est marrant, quand tu disais qu'à un moment, aller plus loin, j'avais pensé, ça m'avait évoqué autre chose, mais je ne sais pas si tu as eu le cas. Moi, j'ai vu arriver sur des missions d'informatique de gestion Mhm. d'anciens développeurs de jeux vidéo. Et bon, j'en ai connu deux, c'est super à faire des stats, Mm. mais ils étaient tous les deux monstrueux. C'est-à-dire que, Mm. en fait, je me suis demandé un peu comment ça se passait, parce je pense qu'on est toujours un peu fasciné par les Ouais, développeurs de jeux vidéo, parce qu'il y a quand même beaucoup de développeurs qui jouent. souvent, c'est des brutes, hein, Ouais, j'ai là, dans les deux l'impression. cas, ils se connaissaient pas, hein, Ouais. je les ai connus sur deux missions différentes, c'était des monstres. Et je sais que pour eux, tout comptait niveau performance. Il Mm. fallait. Bon, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais ils venaient du C++. Donc, déjà, ils étaient habitués à tout ce qui est Ouais, gérer gérer la la mémoire, mémoire. Et les ils étaient à fond sur pointeurs. tout ce qui était perf. Ils avaient des Mm. techniques qui m'expliquaient pour. Qu'ils utilisaient soit pour créer des filtres, soit pour Mm. optimiser les traitements de certains tableaux, enfin, de trucs qu'on voit quasiment jamais en informatique Mm. de gestion. Ou, un peu comme je disais dans l'intro, on fait un peu du if. Je dis pas que Ouais. alors qu'eux, ils étaient vraiment dans un autre univers. Et si bien que eux, c'est un peu comme quelqu'un qui courrait avec un sac à dos de Mm. 15 kilos. Quand ils posent le sac à dos de 15 kilos, j'ai l'impression que quand ils arrivent en informatique de gestion, eux, c'était une promenade de santé pour eux-mêmes Bah, sur des projets costauds. ça me fait penser à un gars que je suis sur YouTube qui s'appelle GeoHot. En fait, à la base, c'est le gars qui avait hacké, je crois, l'iPhone et la PS3, je crois. Quand D'accord. il était hyper jeune en plus. Et là, il a des sessions de live coding qui font genre 2-3 heures, où il va, par exemple, coder ce qu'on appelle un slam. Alors, je sais plus ce que veut dire exactement l'acronyme, mais en gros, c'est à partir d'une vidéo prise à l'avant de ta voiture, Mhm. tu vas pouvoir mapper dans l'espace la route, par exemple. Et c'est utilisé dans les algorithmes pour faire tourner les voitures autonomes. Parce qu'il avait, à partir d'un téléphone, il avait fait un kit que tu installes dans ta voiture pour récupérer des données un peu comme Tesla. D'accord. Et le gars, quand il code, ouais, tu vois, il est avec son Vim et tout, il fait des trucs de dingue, il code hyper vite. Et c'est typiquement le stéréotype du 10X développeur qu'on Ah, peut donc ça voir. existe. Alors, voilà, donc ce cas-là, Ouais, tu l'as. c'est ce gars-là, Ok. GeoHot, ouais, c'est le gars qui avait hacké. Mais après, il fait partie un peu des surdoués autistes du dev, quoi. Quand tu le vois coder, tu te dis, mais c'est pas possible, il est pas humain.
Donc ouais, je pense que ça existe, ça a des exceptions. Après, le truc, c'est est-ce qu'ils arrivent à trouver leur place en entreprise? Parce que finalement, tu peux être le meilleur développeur, mais si tu sais pas communiquer, ça peut poser énormément de problèmes en fait. Si t'es pas capable d'encadrer un junior pour le faire monter en compétences, ça peut poser problème. Donc c'est très bien d'avoir des gens ultra qualifiés techniquement, mais il faut pas oublier que ces personnes-là, si elles sont pas à même de communiquer, finalement la valeur qu'elles apportent à l'entreprise, elle est vachement diminuée en fait. D'accord. C'est vrai que oui, alors là, on n'en est plus dans le technique pur. Ouais. J'en avais connu un comme ça, développeur qui, quelle que soit la tâche que tu lui donnais, Mm. même des choses que personne n'arrivait à faire, non seulement il finissait, mais en plus avant. Et parfois, il arrivait au passage à améliorer deux, trois choses. Ouais, et, Ouais, quand tu as des profils comme ça, il faut en prendre soin. Ça, il y a pas beaucoup d'employeurs qui ont compris l'importance, mais ouais, pour revenir rapidement en termes de palier, je pense que démissionner, c'est une bonne expérience. d'accord, parfois ne pas rester dans son confort et Ah se ouais, dire, bon, là, je carrément. m'endors, je m'encrasse. Carrément. Et puis, tu sais, ne serait-ce que de te remettre à passer des entretiens, tu te rends compte de comment ça marche ailleurs, qu'est-ce qu'on attend de toi à ton niveau d'expérience sur le papier. Et tu serais surpris parfois de te rendre compte que soit tu es un peu en avance, soit tu es un peu en retard, soit tu es dans les clous. Et puis, ouais, rien que l'exercice de se retrouver en face de quelqu'un qui te bombarde de questions, ou ça, c'est plus quand tu es vraiment junior, ou vraiment d'avoir un échange avec un gars qui fait le même métier que toi, mais pas au même endroit, c'est toujours enrichissant, je trouve. Et tout à l'heure, tu m'avais dit que justement les brutes que tu croisais, Mm. c'était souvent des gens qui étaient très spécialisés sur une techno. Est-ce que, ça on a un peu parlé hors caméra, est-ce qu'il nous a aussi un peu valu d'aller sur le full stack JavaScript à quel moment tu t'es dit, bon, c'est un peu de l'éparpillement d'être à la fois sur de la ASP.NET, donc du C Sharp, du Node pour la partie. Mm. Encore que non, c'est idiot, on serait la même émission, ce ne serait pas les deux technos, mais en tout cas, Ouais. de continuer à suivre ce qui se passe dans le monde de .NET, de suivre ce qui se passe dans le monde de JavaScript, de suivre ce qui se passe, je sais pas moi, dans le monde de Python, ce que j'ai vu qui étaient des projets comme ça où tu avais plusieurs technos qui étaient Mm. assez hétérogènes qui étaient demandés sur un poste. Parce qu'à un moment, tu t'es dit, bon, ouais, je vais arrêter je vais essayer de me spécialiser sur un environnement, sur une Mm. stack, et du coup, ce sera full stack JavaScript. Parce qu'à un moment, il y a eu Bah, ce côté-là où tu t'es dit. ouais, carrément. Carrément, parce que, en fait, quand je suis passé de .NET.js à Full Stack JS, je me suis dit, bon, ok, ce que je fais en termes de dev back-end, c'est pas non plus une complexité de dingue, et je pourrais le faire dans d'autres langages. Et vu que j'ai envie de faire de plus en plus de JS, pourquoi pas faire que du Full Stack JS? Finalement, j'ai pas, j'ai quasiment très peu eu besoin de C Sharp pour C Sharp, en fait. J'ai souvent eu besoin, et comme 99% des développeurs, de C Sharp pour un langage serveur, mais j'ai très très rarement eu besoin de C Sharp pour des fonctionnalités ultra spécifiques au langage. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus facile de switcher. C'est pas le cas, par exemple, pour un développeur de jeux vidéo qui a besoin de C++ pour la rapidité d'exécution, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui sont faits en Unity, qui est du C Sharp aussi. Donc, tu vois, ça évolue quand même. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, si je peux utiliser le même langage partout, pourquoi pas? Et je dois avouer que dans les frameworks qui ont pas mal aidé dans cette transition, même si j'en ai pas fait professionnellement, c'était Meteor. Ah oui, Meteor, j'ai beaucoup aimé Météor. Oui, oui. à l'époque, Meteor, c'était juste une dinguerie parce que Mhm. juste avec une commande, tu avais ton projet qui était créé, tu avais ton back-end, ton front-end, tout était connecté. Bon, au départ, tu avais Blaze, mais très rapidement, ils ont intégré des frameworks front. Et d'ailleurs, c'est là aussi ils ont perdu de vitesse après. Mais je me souviens que ouais, Meteor, je commençais à utiliser ça en 2013. En 2014, je faisais des BBL le midi devant mes collègues. Et le seul gros problème que j'avais pour l'adoption vis-à-vis des gens à qui j'en parlais, c'était MongoDB en fait. D'accord. Le Meteor à la base vient avec un MongoDB Mhm. embarqué. Euh, mais et le fait de pouvoir réutiliser ce qu'ils appellent le isomorphic JavaScript, réutiliser tes modules, que tu sois sur le front ou sur le back, euh,
pour l'époque, remis dans le contexte en 2012, 2013, 2014, c'était juste énorme. Tu avais très peu de projets où tu pouvais faire un truc full stack en une commande, en fait. Ouais. Ouais, j'essaie Mm. de réfléchir à... Non, c'est vrai que c'était sans précédent. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ou si vous avez connu Meteor à la grande époque ou encore aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué que dans l'ouest de la France, je ne sais pas s'il y a une école qui enseigne Meteor, je crois qu'il y a Ouais. beaucoup de... Je ne sais pas si c'est remarqué aussi, près de Bordeaux, je crois qu'il y a plus de profils, je J'ai pas pense. fait gaffe, ouais, mais c'est vrai que là, après, Meteor a été. Alors, historiquement, l'équipe qui développait Meteor, le MDG, a switché vers Apollo, qu'ils Oui, ont aussi monétisé. Et après ça, je crois que là, récemment, ils ont revendu Meteor à une boîte qui a repris le, comment dire, l'entretien, le support, entre guillemets. Donc là, ils commencent à Tiny, ressortir il des s'appelle Tiny, versions. je cherchais, Ouais, c'est pas un peu un oxymore, ça arrive que tu penses, ça ouais, fait un an quasiment que Tiny a ouais, racheté voilà. Meteor, donc ouais. Donc ouais, c'était. Et puis pareil, ça, c'est arrivé à un moment où faire des apps en temps réel, c'était compliqué. Mhm. Euh, et en fait, moi, je me souviens la première fois que j'ai regardé Meteor, c'était en 2010, je crois, où c'était. Bon, il y avait encore pas mal de trucs qui marchaient pas, mais c'était juste une révolution, quoi. Et, euh, et ça apportait pas mal de trucs intéressants, le concept de temps réel, de publish, subscribe. C'est des trucs que tu voyais plutôt rarement en fait. Et là, c'était exécuté d'une manière assez sympa. Donc c'est vrai que c'est un des frameworks. Je regrette que c'est pas pris plus d'ampleur. Je pense qu'il a aussi été plombé par l'arrivée de plein de frameworks front. Bah, pour faire toutes les stacks qu'on utilise, la min stack, la main Ouais, stack, la MEVM exactement. stack, Et c'est... ouais. Ça pourrait presque faire le sujet d'une vidéo, de se dire que finalement, c'est les suiveurs qui raflent la mise, là c'est ça, où c'est exactement. l'initiateur, bah, il amorce Mm, la chose, de faire du full stack, et puis en fait, après, ouais, c'est des suivants qui ramassent le fruit, si on peut dire. Ils plantent l'arbre et les suivants c'est ramassent le ça. fruit. Bah, d'ailleurs, quand ils ont choisi de commencer à développer Apollo, à la base, l'idée c'était de décorréler Mongo de Meteor en fait, parce que Mongo était un gros frein pour beaucoup d'équipes de dev qui voulaient juste rester sur du SQL parce qu'ils en avaient besoin. Et ils se sont rendus compte que bah, voilà, avec le déclin de Meteor, GraphQL qui explose, bah, d'un point de vue business, Apollo était plus intéressant en fait. Ah, tu vois, j'étais dans un grand compte, c'est Mm. exactement pour cette raison qu'ils avaient abandonné Ouais, Meteor. En fait, tu as vu, dans les grands comptes, souvent, il y a des petites applications qui ne ouais, sont pas du tout utilisées par leurs clients, c'est souvent eux utilisés en interne. Ils servaient de Meteor. Et voilà, c'est le fait qu'ils ne puissent pas choisir autre chose que ouais, Mongo qui a fait qu'à un moment donné. exactement. Alors, quand je trouvais que c'était la force, c'est que tu n'avais plus à réfléchir, tu prenais toute la stack, une ligne de commande que tu disais, ça te générait ton projet, et puis tu n'avais plus à te poser de questions, comment on se torture les neurones régulièrement, on se demandait qu'est-ce qu'on prend en front, qu'est-ce qu'on prend en back, qu'est-ce qu'on prend Bah, comme base de données. tu Là, vois ça. c'était clair. Pour en revenir au palier, moi j'ai trouvé que toucher à du NoSQL après plusieurs années en SQL, c'était assez déroutant. Mhm. Et je pense qu'il y a beaucoup de devs qui se sont refusés d'utiliser du Node pour les mauvaises raisons. Parce que, du Mongo, pardon. Parce que, en fait, d'un point de vue purement conceptuel, quand tu vas faire en fait, un schéma, entre guillemets, il n'y a pas de schéma Mhm. qui est obligatoire vis-à-vis de l'outil, mais quand tu vas modéliser tes données, bah, en fait, tu as normalisation vs dénormalisation. Un truc tout bête que les développeurs qui font historiquement du SQL n'acceptent pas en Mhm. NoSQL, c'est de dupliquer de la donnée. Mais pourtant, ça fait partie du truc et il faut plonger dedans en fait pour pouvoir tirer vraiment parti de tout ça. Et il y a beaucoup de devs qui n'ont pas eu le- comment dire, le réflexe de se dire, OK, bon, je duplique ma donnée, c'est pas grave, mais quand ma donnée principale change, j'ai juste à mettre un mécanisme qui va venir updater mes champs régulièrement, quoi, en fait. Et ça, je pense que c'est un manque de, je vais pas dire de compétences, mais c'est un manque de curiosité. C'est aussi que bah, du coup, tu n'es peut-être pas assez mature sur de l'architecture logicielle pour bah, penser à ce genre de mécanisme en fait et accepter que ce soit correct. Et souvent, c'est ça qui me gêne, c'est que par exemple, le SQL et le NoSQL ont deux raisons d'être totalement différentes. Et souvent, on les oppose comme si l'un était une réponse à l'autre. Et moi, tu Alors qu'en tournes fait, autour du fait qu'il nous faut le bon outil pour la bonne tâche. On n'est pas obligé exactement, ouais. d'avoir toujours la même chose pour toutes les tâches différentes. Exactement. Et ça, je pense que c'est un palier où, tu vois, par exemple, si on parle purement technique, NoSQL vs SQL, il y a plein de développeurs qui sont pas allés au-delà de ça.
et qui n'ont même pas essayé de chercher à comprendre d'où vient le NoSQL, Mhm. qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'il y a de différent, dans quel cas c'est mieux l'utiliser. Et, et voilà, je pense que dans une carrière, il y a plein de petits trucs comme ça où parfois il faut prendre du recul et se dire qu'on ne sait pas tout et qu'en plus de ça, si tu as des équipes entières de devs qui ont planché sur un problème en particulier, pour créer un outil, il y avait une raison derrière. Donc, parfois, peut-être en revenir à ces raisons fondamentales derrière. Oui, on n'a pas tous les mêmes problématiques que Facebook ou Google, mais essayer de comprendre c'était quoi le cheminement des gars. En fait, tu vois, moi, je refuse de croire que chaque nouvel outil est là juste pour le kiff du créateur, en fait. C'est qu'il avait, oui, il avait un besoin Voilà. particulier qui a fait Tu il a vois, passé des milliers d'heures, des si tu centaines. reprends le talk de présentation de React, qui doit être en 2014, je crois, à la F8, la F8, là, où ils expliquent en fait voilà, que sur la partie Messenger là, qui était en bas, attends, on voit pas mon doigt, qui était en bas à droite de l'écran, il y avait un problème de mise à jour du DOM, blablabla, pour les performances, on a inventé un truc qui est le virtual DOM, et puis voilà. Et en fait, ok, on n'a pas tous les mêmes besoins qu'eux, mais du coup, le réflexe des devs à l'époque, ouais, encore une librairie, et Google, puis maintenant c'est Facebook qui s'y met. Bon, maintenant on connaît l'adoption de React, donc plus personne n'en parle, comme si il y a beaucoup de gens qui ont oublié, mais à la base, ils avaient une raison qui était toute simple, c'était que faire des updates dans le DOM, ça coûte cher. Donc comment on peut pallier à ça en fait? Et tu vois, parfois derrière chaque techno, tu as des histoires un peu farfelues qui sont hyper intéressantes en fait. Et au lieu de se dire encore une librairie, parfois il faut prendre un peu de recul et se dire, bon, ces gars-là, a priori, ils sont plutôt intelligents, diplômés, peut-être qu'ils avaient des bonnes raisons. Pas toujours, hein, mais peut-être qu'ils avaient des bonnes raisons et peut-être que essayer de comprendre ces raisons, ça m'éclairera plus sur le fait de savoir est-ce que j'en ai besoin ou pas en fait. Et d'ailleurs, justement, comme tu dis, Mm. c'est des brutes aussi. Généralement, Mm. on va utiliser ce terme générique, mais bon, on sait à quoi ça correspond. Oui, c'est vrai que c'est rarement parce qu'ils sont bornés qu'ils vont utiliser une techno, c'est ils avaient une raison particulière. Et tu remarqueras au passage que quand tu regardes, ça m'a marqué à l'époque, le visage des participants de Météor, on en Mm. reconnaît quelques-uns qui ensuite ont fait leur propre, ont tiré d'autres leçons aussi. Ouais, Et il y avait Evan Yu qui a créé Vue.js, celui qui était ouais. parmi les premiers membres de Météor. Ah, j'ai jamais fait gaffe, ouais. Ah oui, il en faisait partie. Et Ouais, il y avait une grosse pointure d'Angular aussi qui en faisait partie. Je ne sais pas ouais. garder son nom à l'esprit. Mais pour ce que tu disais sur les bases SQL et NoSQL, c'est vrai que j'étais dans une entreprise où, pour toute la partie où ils savaient exactement comment les données étaient structurées, ils utilisaient du SQL, enfin du MS SQL, Mhm. puisqu'ils venaient de l'univers .NET, .NET. Microsoft. Et comme à côté de ça, ils avaient énormément de données, mais quantité colossale, ça arrivait, c'est des dizaines de milliers de documents qui leur arrivaient Mhm. par semaine. Eh bien, qui avaient des structures différentes, là, ils avaient opté pour MongoDB pour cette Ouais, raison-là. Comme ça, ils n'étaient pas clairement. obligés de modifier leur base. Et tu vois, donc ils avaient Mm. un outil pour. C'est vraiment ce que Ouais, le tu disais bon dans ton outil pour le cas. job, quoi. Voilà. Et donc, pour tout ce qui était authentification, concrètement, Mm. derrière, il n'y avait pas encore la mode de Jot et tout ça. Il y avait des sessions qui étaient gérées, et puis donc Mm. on créait ces utilisateurs dans des bases avec first name, last name. Bon, là, on savait que ça n'allait pas changer de sitôt, donc c'était du Oui, SQL carrément. classique. Et pour tous les autres documents qui pouvaient arriver avec qui géraient des types de données différentes, mais qui devaient Mm. être accessibles via la même application, derrière, c'était du Mongo parce que D'accord. c'était rapide et qu'ils n'avaient pas besoin de se faire des nœuds au Ouais. cerveau sur la structure de leur base de données. C'est ça, ouais. Ça, c'est... Après, il y a une certaine frilosité aussi vis-à-vis de l'inconnu, hein, de beaucoup de décideurs qui vont se dire, ah, une nouvelle base de données, ah non, 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 on va sûrement pas tester, on va rester avec ce qu'on a aujourd'hui et puis on va essayer de tordre le truc. Et puis tu peux le voir dans les deux sens, hein, ou dans tous les sens, mais pour moi, c'est un recul qu'il faut avoir. Voilà, c'est quand même des compétences à développer au fur et à mesure. Et c'est aussi parce qu'il y a énormément de boîtes qui prennent jamais le temps de faire un peu de recherche ou qui laissent jamais le temps à leur dev pour faire un peu de recherche et essayer de trouver un outil qui colle, quoi. C'est-à-dire pas être uniquement pisseur de code, vraiment penser Exactement. au contexte, penser un peu plus Mm. à l'architecture. Est-ce qu'à un moment donné, tu as été tenté de bosser, c'est moins à la mode ici, sur les chaînes YouTube US, je suis sûr que tu t'en regardes toi aussi, on voit que c'est très à la mode Mm.
de présenter les types d'algo les plus demandés en entretien. Donc, ils bossent tous les différentes façons. Tu as toujours des questions sur comment parcourir plus efficacement un arbre, comment. Enfin, tu vois, il y a des questions type d'entretien pour rentrer, Ouais, je crois, soit sur Facebook, Google, ouais, je Amazon et vois. autres. Et, Ben, est-ce qu'à un moment donné, tu t'as été tenté ou tu t'es dit, c'est quelque chose qui sert de bosser les algos hmm. les plus souvent demandés Parce que d'un autre côté, je voyais ce genre de témoignages. Après, les gars qui rentraient disaient, bah, en fait, concrètement, une fois que je suis en poste, je pense dire Ouais, quasiment plus. J'ai oui, bossé oui, tous c'est ces ça. algos que pour rentrer. Alors, Euh, c'est ça dans l'idée, en fait, c'est vrai que c'est ce qu'on te demande de faire en termes d'entretien, c'est un truc pour lequel il faut s'entraîner, en fait. Et aujourd'hui, la majorité des devs seniors que tu vois chez les GAFA leur passent pas forcément la main levée sans se réentraîner, en fait. Ça, c'est un truc qu'on oublie de dire. Tu vois, les gars il y a quelques Américains qui ont des chaînes spécialisées sur ça, mais ils créent du contenu autour de ça, donc ils sont entraînés tout le temps, en fait. Donc, j'en ai pas trop fait parce que en France, c'est beaucoup moins la mode. je vais me demander si dans ton secteur, ça va être le cas, soit Ouais, dans l'Île-de-France plutôt. Moi, on ouais. m'a jamais posé ces questions d'entretien, mais je me Non, non, demandais c'est plus si. les seuls endroits où j'ai vu des collègues avoir ce genre d'entretien, c'est des boîtes américaines implantées en France. Donc c'est pas trop la. J'ai l'impression que dans la moyenne, c'est pas trop la mentalité française. Ça n'empêche que moi, je suis persuadé et je fais partie de ceux qui pensent que les algos sont très très importants. Effectivement, en info de gestion, on n'est pas non plus sur des domaines où c'est important tous les jours. Peut-être que ça va arriver de temps en temps, mais c'est toujours important de savoir quelle structure de données on utilise, est-ce qu'on l'optimise ou pas, et surtout si tu bosses sur des projets qui ont des besoins de scalabilité, là, pareil, c'est quelque chose qui peut impacter en fait. C'est c'est tout bête, mais tu vois, par exemple, Ça sent la bigot notation qui s'approche. ouais, Je exactement. sens bien. Il y a ça et il y a, On n'a pas triché, on ne sait pas, mais je sentais bien que c'était parti non, dessus. tu as dû connaître LinkU, qui est un Euh, équivalent de Lodash, en fait, mais côté Ah .NET, oui, oui, mais oui, qui est assez oui, vieux désolé, bon, d'ailleurs. je prononçais Link, Link, oui, ouais. qui me permettait de faire du Bah, fonctionnel dans C Sharp, oui, oui. ouais, et ça, quand tu fais par exemple un tri sur une structure de données, il analyse en interne la structure de données pour savoir quelle version du tri est la plus optimisée en fonction de la D'accord. taille de données et compagnie. Ces trucs, tu n'as plus trop à t'en soucier, même quand tu fais du lodash, Mhm. tu t'en soucies pas trop, mais c'est toujours important de savoir comment ça tourne derrière. Parce que, en général, quand tu as un problème à cause d'un mauvais algo ou d'une mauvaise structure de données, si tu n'as même pas forcément la réponse, mais au moins les tips de savoir où chercher, là, tu es vraiment en galère. Et en général, quand ce genre de problème arrive, vu que c'est empirique et que c'est exponentiel, donc là, on introduit la big annotation, Mhm. ça peut clairement foutre en l'air ton projet, quoi. Donc, dans nos métiers, finalement, c'est assez rare. Euh, je pense que ça doit être bien plus courant dans les boîtes comme les GAFA parce qu'eux, ils ont une portée en termes d'utilisateurs et de volumétrie qui est juste énorme. C'est vrai que pour la PME du coin, c'est beaucoup moins important. Mais pour la culture tech, moi, je trouve que c'est quand même important. Et c'est aussi un truc qu'il ne faut pas oublier de retravailler régulièrement, en fait. C'est ça le plus chiant dans l'histoire. Oui, Donc, ouais. Ah, ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Vraiment, j'ai dit, hmm, pour passer un nouveau cap, ouais. je vais tenter de bosser ces algos. Et... Récemment, du coup, j'avais foiré les tests d'algo de chez TopTal, qui est une plateforme américaine pour des devs en remote. Alors, ça Et te en permet d'avoir fait, après un score et tu ouais, peux. C'est ça le principe? comme D'accord. du coding game, en fait. Ah, Donc, ok. j'étais tout content, je fais le premier algo, je le fais en mode clean code, tu vois, je peaufine un peu le truc. Et en fait, au bout d'une heure et demie, je me rends compte qu'il y en a trois. Donc voilà, c'est. Ah, c'est-à-dire que tu Donc, avais fait qu'un tiers ouais, Ah, ok, exactement. Et donc, tu d'accord. vois, c'est aussi une approche où, en gros, là, tu dois aller au résultat direct. Donc, ton code, s'il n'est pas trop lisible, limite, entre guillemets, au départ, tu t'en fous un peu, quoi. Le but, c'est de taper le résultat le plus vite possible. C'est L'algo était vraiment. sympa, en D'accord. plus. C'était En gros, je crois, t'as des sièges d'un avion. Mhm. Ah, ça sent T'as le une pro- remplissage, c'est du Ouais, remplissage. voilà, tu as une D'accord. première colonne avec 3 places, deuxième colonne 4 places et troisième colonne 3 places. Et tu as une famille de 4 personnes que tu dois placer soit dans la colonne du milieu, les 4 côte à côte, D'accord. soit deux de chaque côté d'un couloir.
et en fait, après, ben, tu as ton algorithme qui parcourt, qui va calculer où est-ce que tu peux placer ta famille en partant de l'avant de l'avion, par exemple. D'accord, mais ça, c'est vrai que on voit clairement qu'il y a une utilisation concrète parce que Mm, quand on réserve sa place dans un TGV, on voit bien après comment on nous exactement, est proposé là. exactement. Là, on se dit clairement, c'est un algo qui peut Ouais. servir Bah, dans des missions concrètes. ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment orienté sur un problème métier. C'est pas juste un truc pour. On te donne une suite de chiffres et tu dois le trier, tu vois. Et bah, du coup, Coding Game, c'est vraiment une des meilleures plateformes pour s'entraîner à ça. Mais comme tout, ça demande du temps, ça demande de l'entraînement. Quand tu es bloqué, il faut faire un peu de recherche, comment il fonctionne cet algo et compagnie. Donc, c'est quelque chose, moi j'aime bien parfois passer un peu de temps parce que je me dis, oh cool, j'en fais tellement peu maintenant que bah, je galère. Et en fait, ouais, tu as beau avoir 10 ans d'expérience, tu peux galérer sur ça. Mais comme tout, tu vas te réentraîner, tu vas devenir plus efficace. Donc, pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est important? Pour moi, c'est très important. Et c'est important de les retravailler régulièrement. Donc, si tu as déjà commencé, que tu les travailles pas assez, c'est pas grave. Tu peux prendre du temps quand tu veux, quoi. D'accord. Non, moi, je me disais, c'est une idée, je me dis, ça pourrait être quelque chose à faire en 2021. Justement, parce que j'ai l'impression que parfois on stagne parce qu'on Mm. on fait toujours les mêmes choses et on se rend compte, ça, bon, je sais que c'est un truc que j'ai pas bossé depuis des années de m'intéresser Ouais. aux algos. Alors que, parce que tu vois, pour les problèmes maintenant qui sont évoqués, ce que je vois, j'ai vu Mm. beaucoup de vidéos américaines qui parlaient des problèmes de big O notation, enfin en tout cas les problèmes Ouais. de performance relevés grâce à cette big O notation. Moi, j'avais été sur une mission où il fallait être certain que l'appli ne s'effondrerait pas. En fait, il y a un gars qui était venu, c'était un testeur spécialisé. Il Ouais. faudrait que je retrouve le nom du produit. Mais en fait, c'était un outil qui lançait un peu comme des zombies pour les Ouais. attaques par denial of service. Donc, ils pouvaient créer des scénarios et ils faisaient rentrer un nombre de connexions, soit en Ouais. même temps, tu peux faire quelque chose qui se passerait sur un site de vente privée. Hein. Tu passes de Mm. 0 utilisateur à 5000 parce que la vente Mhm. privée commence, ou au contraire, un site où Ouais, tu vois les gens arriver au fur et à mesure, et un ben, test il de a fait. charge, quoi. Voilà, c'était ça, Ouais. c'était Load Runner. Maintenant que tu as dit le Load Ouais. Runner, je ne sais pas si tu connais ce produit. Ouais, je vois. Le gars s'était spécialisé là-dessus. Et ça lui était révélé par hasard, c'est sur cette Mm. mission de ce grand compte. À un moment, on lui avait demandé s'il voulait se former au Load Runner, puis il avait dit oui. Du coup, c'était devenu sa spécialité. Ouais. Et Bah, il adorait ça parce qu'il pouvait aller d'un projet à l'autre, il devait se le faire expliquer. Mm. Et ensuite, de là, il créait des scénarios qui correspondaient aux tests pour savoir à quel moment, comment est-ce que les gens Ouais. arriveraient, à quelle fréquence, à quelle. Bah, on en parlait justement du côté un peu spécialisation. Effectivement, alors, il faut aimer ça. Forcément, tu vas pas te spécialiser sur quelque chose que tu n'aimes pas. Mais après, un gars comme ça, une fois qu'il est connu pour ça, en plus, les boîtes qui vont l'appeler, c'est des boîtes qui peuvent potentiellement perdre beaucoup d'argent si ça marche pas pour tant d'utilisateurs. Et donc là, bah, ta valeur sur le marché augmente et forcément, bah, tu peux augmenter tes tarifs potentiellement. Donc d'un point de vue business, c'est un positionnement vachement intéressant. Et enfin, un truc, c'est quelque chose qui m'a tenté régulièrement. Pas plus tard que ce matin, je suis tombé sur 3 frameworks qui ressemblent beaucoup à Express, dont un, Mhm. c'est quasiment des micro-frameworks. Tu sais, c'était pas mal à la Ouais. mode il y a 1 ou 2. Et j'aimais bien regarder le code source parce que, c'est quand tu regardes le code source d'un gros framework, tu sais très bien Mm. que tu ne peux pas en faire le tour. Ouais. Et là, c'est des frameworks avec des fichiers qui font, je sais pas moi, 80 lignes de code, 100 lignes de code, on a peut-être une vingtaine. Donc, humainement, tu peux Mm. passer 1 heure ou 2 à regarder l'intégralité d'un micro-framework pour voir comment un utilisateur a pensé comment il a créé finalement son micro-framework. Et Ouais. là, c'en est un. En 3 finalement. Je fais un peu de pub au passage, mais ils seront dans la newsletter de dimanche. Et c'est un truc qui m'a longtemps travaillé, alors qu'on se dit tout le temps, il y a trop de librairies, il y a trop de frameworks, Ouais. on n'en peut plus. Mais on voit bien que pour celui qui les crée, lui, c'est une Ouais. occasion de progression incroyable parce que il est vraiment confronté à des problèmes qui ne se posent pas quand on fait que utiliser un framework. Est-ce que ça t'est arrivé ou ça t'a tenté ou tu as connu des devs qui sont créés eux-mêmes leur propre librairie, leur propre framework pour progresser ou pas du tout, c'est une idée un peu folle. Alors j'ai connu des devs qui faisaient par exemple des modules pour augmenter des frameworks, mais pas forcément. En fait, créer un module pour un framework, créer un framework, pardon, c'est quand même un travail conséquent. Et je pense qu'en général, il faut avoir vraiment une motivation derrière ou une problématique. Et en fait, on essaie de colmater un problème limite. Mais après, c'est vrai que ça peut être un truc intéressant. Je pense que, euh, je pense que ouais, sans une problématique forte, tu risques de te démotiver. Il faut en gros une vision du truc, quoi. Parce que tu pars quand même sur
des semaines, voire des mois de dev. Et puis, c'est pas non plus... faut se rendre compte que dans l'écosystème aujourd'hui où tout le monde pense qu'il y a trop de frameworks, lever la main et dire « Hey les gars, j'ai développé un nouveau truc », il faut déjà un minimum de courage, quoi. Ouais. Donc, Ah oui, en sachant que tu seras le seul utilisateur. Tu vois, ouais, voilà. c'est peut-être pas dans le but de Voilà. devenir Et la nouvelle parfois, startup. ça peut être aussi une success story où tu vas voir un mec qui va te dire « Ah, c'est cool ton truc », il le tweet, il y a un mec connu qui arrive, bam, et puis ça peut être aussi le début d'une histoire. Donc je pense, si jamais ça te passe par, par la tête, faut pas hésiter. Mais non, moi, ce que j'aimerais faire là dans les prochains jours, c'est de me faire des starter kits que j'aimerais garder sur un an pour tous les petits trucs que je vais démarrer, parce que tu as toujours des problématiques qui reviennent assez classiques. Bon, bien sûr, maintenant, avec les outils qu'on a aujourd'hui, par exemple, plugger un service d'attente, c'est devenu ultra simple avec Firebase ou Auth0 ou AWS. Mais peut-être plus plugger mes librairies du moment dans un petit projet de base qui me servira. Et je pense que ça peut me faire gagner du temps plutôt qu'à chaque fois rebrancher des trucs. Et je ne sais pas si tu as vu aussi ce problème-là en passant du .NET au JS. .NET, il y avait, de souvenir, tu avais le framework .NET qui arrivait avec une opinion vraiment bien spécifique. Alors, tu en avais un autre, je ne sais plus comment il Je s'appelle. pouvais faire du scaffolding avec. Ouais. Ah oui, bon, là, ça m'a évoqué des souvenirs tout à l'heure Mm. parce que quand tu me parlais de .NET. Mais, Je sais qu'il y en avait un autre sur .NET qui permettait de faire des API, j'ai plus le nom. C'était pas ouais. Service Stack. Je sais pas si tu as connu ça. Oh, Je crois que c'est ça. on le mettra en incrustation Ouais, parce que ça ne reviendra pas tout de suite. ouais, Euh, Service Stack, ouais. D'ailleurs, il est pas assez payant, je crois, après, au fur et à mesure. Et il avait une approche, il avait une approche un peu avant-gardiste pour l'époque. Et moi, ce qui m'a marqué en arrivant sur du JS, et c'est aussi pour ça que ça m'a un peu déçu, entre guillemets, c'est que les frameworks comme Express, ils arrivent vraiment avec rien dedans, en fait. Tu es obligé de tout refaire à chaque fois. Et là où plein de devs trouvaient ça génial parce ils pouvaient poser leurs pattes, moi je me disais, mais quelle perte de temps de redevoir plugger une authentification, de revoir plugger le CRUD de base, de ne pas avoir de générateur. Et tout ça, en fait, tu es obligé d'aller grappiller un peu partout. Et ça peut être considéré comme un palier pour certains de créer leur propre projet, finalement. Tu vois, si on essaie de faire un peu le lien avec tout ce qu'on s'est dit, mais voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal posé problème côté Node.js, et c'est quelque chose que je retrouve un peu sur le framework Nest. On en avait déjà parlé, où bah et on est voilà, tous les deux fans de t'arrives, Nest. voilà, c'est comme ça, et puis c'est pas, et puis c'est tout. Et si t'es pas content, tu vas ailleurs. Ça a un avantage qui est que bah, tu es efficace dès les premières lignes de code, quoi. Mais écoute, je vois qu'on a, Mhm. On a un peu on, dérivé on encore. a un peu exposé notre. On n'a pas de Ouais, timekeeper, c'est pas comme, c'est pas comme dans le ouais. monde de Scrum. Euh, eh bien, c'est pas que je suis pas emballé par le fait qu'on continue, mais en fait, Mm. je fais une petite pub aussi pour les bio. Je vais chercher un panier Ouais, bio tous les vendredis soirs. Je risque de trouver la porte close. Je pensais qu'on ça aurait fini marche. plus tôt. Il n'y a aucun Mais souci. ce sera à remettre le couvert sur quelques questions comme ça. En tout cas, j'espère. Dites-moi en commentaire si ça vous éclaire. Ou même, parce que moi, c'est souvent des questions que je me pose. Il y a des moments où je vois qu'est-ce que j'ai pu faire pour passer des paliers. Et d'autres, des moments où je suis tenté par des solutions. Sans savoir si c'est de bonnes idées, comme par exemple rebosser les algos qui peut-être Mm. finalement ne servent pas sur le terrain. Sauf un, donc tu as cité cet exemple Mm. excellent pour positionner des passagers. Voilà, Ouais. ça, c'est typiquement le genre de choses. Je vois bien l'intérêt qu'on peut avoir et concrètement à quoi ça peut servir. Il y a aussi les D'ailleurs, il y a algos des de ce qui est. bouquins, pour les algos, il y a des bouquins coding interview qui t'expliquent vraiment des exercices qui sont posés dans les GAFA. Donc je crois que faut taper sur Amazon, en fait sur Amazon, achetez où vous voulez, hein. Coding interview, et tu tombes sur un bouquin avec 150 exos qui t'explique le problème et comment le résoudre. D'accord. Il y a une chose, on n'a pas eu trop le Mm. temps d'évoquer la question, c'est de se spécialiser à un moment donné. Mm. Est-ce qu'on reste sur plusieurs technos qu'on fait cohabiter ou est-ce qu'on reste par exemple sur le full stack Java, qu'on passe au full stack JavaScript. Moi, je n'ai pas honte de le dire qu'à un moment donné, Mm. j'ai voulu
réduire Le scope. la surface de veille à JavaScript, voyant que Mm. ça marchait de plus en plus fort, c'était de plus en plus demandé. C'est ce qui a fait que j'avais arrêté .NET. Et je ne sais pas si c'est ton cas aussi, qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah, autant s'habituer à un écosystème Ouais. et plutôt que d'être à cheval sur deux, même si en entreprise, ils sont beaucoup demandés. Moi, j'ai eu un peu le même ressenti vis-à-vis de ça. Et là, je suis encore en train de changer où je me pose la question de plus en plus de me spécialiser sur le cloud. On en a parlé tout à l'heure. Peu importe après la techno derrière, mais vraiment sur les architectures qui tournent dans le cloud. Parce que d'un point de vue technique, tu accèdes aussi à des projets peut-être plus complexes parfois. Et, du coup, voilà, ça peut être aussi un positionnement qui a, pour ma part, un nouveau palier où je vais apprendre plein de trucs et accéder à des projets qui ont des problématiques bien spécifiques, quoi. Donc, en termes de positionnement, finalement, je le vois comme une forme de spécialisation à terme. D'accord, mais écoute, ça fait une bonne conclusion. Il se penchait aussi maintenant sur tout ce qui est cloud et puis tout ce qui est Jamstack aussi. On sent bien que c'est quelque chose qui va sans doute donner lieu à beaucoup de missions en 2022 ou de CDI en 2021, 2022. Si vous avez d'autres techniques, on peut dire pour passer des paliers, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous rappelle que donc Emmanuel a sa chaîne YouTube qui s'appelle Captain Dev. C'est bien parce que voilà, j'ai toujours un doute si Captain Dev, donc ça se retient très bien. Allez faire un saut, moi ça fait un moment que je vois ce qu'il fait, ça me plaît bien, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette petite collab. Un petit pouce si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait, aussi bien sur votre concept que chez Captain Dev. Et donc il y aura un lien vers une vidéo qui a été tournée juste avant celle-ci et qui se trouve chez le Captain Dev, donc Emmanuel. C'est ça, c'est bien ça. À bientôt. Merci en tout cas, Samir, pour l'invitation. Voilà, désolé, je suis un peu speed parce qu'il faut que j'aille chercher mon panier bio. Allez, salut. Ciao.